Salut la compagnie, on se retrouve pour parler du match Strasbourg-Paris Saint-Germain, un match qui pour moi en tout cas relevait d'une grande importance, pour la simple et bonne raison que Paris en ce moment traverse une période sacrément compliquée, hein. La C1, ils ont fait un peu n'importe quoi, on a fait des défaites connes, des matchs nuls cons, je crois que 4 matchs sans victoire, c'est vraiment dommage de sortir du top 8 comme ça. On a eu quand même en championnat aussi de grosses difficultés, et il fallait se rassurer, et se rassurer par rapport à un gros, on va dire, parce que Strasbourg est une grosse équipe de Ligue 1. Depuis qu'ils ont été rachetés, qu'ils servent de succursale à Chelsea, qu'il y a énormément de joueurs qui ont été recrutés, ben, on peut les considérer comme des prétendants pour au moins faire partie du top 4 en les places qualificatives en C1. Donc il y avait de l'enjeu, à Strasbourg même en plus, il y avait de l'enjeu, et finalement, bah, ça s'est bien fini pour Paris. Il y a des choses qui sont rassurantes, il y en a d'autres qui sont un peu plus inquiétantes. Déjà, j'ai été surpris, c'est par la feuille de match. Parce que il met Mayoulou et Mbaye, je crois, en titulaire, à côté de Barcola, et puis en gardien, il met Safonov. Safonov qui est confirmé par rapport à Chevalier. Alors on pouvait se dire, parce qu'il avait expliqué, Luis, Enrique, il s'en foutait en fait de gagner les matchs. Enfin, ça c'est des paroles, hein. Mais il disait, bah, je préfère à la limite finir en dehors du top 8 pour faire un match de plus et que les joueurs soient chauds et leur donner du temps de jeu. Donc on pouvait se dire, il a laissé Safonov jouer le match contre Newcastle parce que il s'en foutait un peu du résultat, j'exagère évidemment. Finalement, bah là, non, en fait, parce que c'est confirmé. Il le fait jouer face à Strasbourg et il a bien fait. Quand on voit le résultat final, ça s'est plutôt bien passé pour lui, il a plutôt bien géré, notamment avec le penalty arrêté. Par contre, en attaque, tu laisses Doué et Dembélé sur le banc pour mettre Mbaye et Mayoulou. Même si Mayoulou met un but, on est d'accord, mais franchement, t'as senti que l'attaque, elle était catastrophique en début de match, quoi. Je veux dire, Barcola, ben, comme d'habitude, je trouve que il fait des très beaux moves, il y a pas de souci, hein, il fait des super appels, il y a des belles, des belles occasions grâce à lui. Par contre, il a toujours du mal avec les dernières décisions. Il tire, ça va à côté, il fait une passe, il la rate, il veut faire le dernier dribble alors qu'il fallait passer. C'est très souvent. Et je vais essayer de... Je suis pas contre lui, mais il prend 3 bonnes décisions et la quatrième, qui est importante, parce que sans elle, les 3 autres servent à rien, et ben il la foire. C'est souvent comme ça avec Barcola, et là, ça s'est ressenti encore. Et comme je l'ai déjà dit, pour moi, des joueurs comme Mayoulou et Mbaye qui jouent au Paris Saint-Germain, c'est beaucoup mieux pour eux que de jouer dans un autre club avec des joueurs un peu moins talentueux, parce que quand t'es accompagné d'autant de talent, eh ben tu peux te déployer plus facilement. Par exemple, quand en attaque t'as Mayoulou et qu'à côté de lui il y a Barcola et Dembélé, eh ben les défenseurs ont tendance à... C'est pas qu'ils laissent Mayoulou tranquille, mais en fait, Dembélé est tellement un aimant à défenseur que du coup, Mayoulou va être moins occupé, moins bloqué, il va pouvoir plus se lâcher. Et puis bon, avec des partenaires talentueux, ils vont mieux dans les espaces, ils te créent mieux des ouvertures et tout ça. Et du coup, c'est pour ça aussi, et je le dis sans aucune méchanceté encore une fois contre nos jeunes pousses, on va dire, mais c'est pour ça aussi que des joueurs comme Mayoulou, comme Mbaye et tout ça peuvent s'exprimer pleinement, c'est parce qu'ils sont accompagnés souvent de 10 joueurs qui ont énormément de talent et qui rendent le football pour eux plus facile. Et là, bah, t'as senti qu'en attaque, il n'y avait pas le Dembélé, il n'y avait pas le Doué, il n'y avait pas le Kvaratskhelia, il y avait juste Barcola à gauche. Et ça suffit pas pour les permettre de s'émanciper. La preuve, dans ce match-là, honnêtement, Mbaye, c'est comme s'il avait pas joué. Honnêtement, je l'ai pas vu du match. Et puis Mayoulou, bah, si on enlève le but qu'il a mis, un but, alors bon, c'est pas le mot que je veux dire, mais en tout cas, un but typiquement Luis Enrique, à savoir on fait le forcing, on est toujours là, on reste, on met la pression sur sur les défenseurs adverses pour récupérer le ballon, même si là on venait de le perdre il y a 2 secondes, donc il n'y avait pas encore ce pressing actif, mais Mayoulou était au bon endroit au bon moment sur le contre de Barcola qui permet de mettre but, mais là encore une fois, c'est l'exemple typique de ce qui se passe, c'est Mayoulou il avance, Barcola, il prend plus ou moins une mauvaise décision enfin, une mauvaise décision, non, mais il arrive à récupérer la balle un peu sur un malentendu. Ça tombe dans les pieds de Mayoulou qui marque et youp, on est content. Mais ça n'empêche que, ben, c'était pas non plus terrible, cette début de match. Surtout qu'on a été quand même pas mal dominé, au début en tout cas, par Strasbourg. Et pourtant, je dis ça alors qu'on a 70% de possession de balle quasiment. Je crois qu'on finit à 67-68. Donc on est quand même largement dominant. Mais dominer n'est pas gagné, et en plus dominer, ça donne pas forcément le sentiment qu'on mérite la victoire, parce que bah au début du match, en tout cas Strasbourg, ils ont mis un gros pressing. Il y a eu ce penalty complètement mérité, hein, avec Marquinhos qui fait une main, elle est complètement involontaire, mais il fait la main, penalty, Safonov qui l'arrête.
Je vais pas rentrer dans le débat de qui mettre en gardien entre Safonov et Chevalier, parce que je trouve que les deux, il y en a aucun des deux qui se dégage véritablement en mode waouh, lui il mérite et pas l'autre. Je suis là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, les deux sont moyens. Après, je disais ça de Donnarumma l'an dernier avant le mois de janvier aussi, donc voilà. Mais les deux sont pas, ils ont pas prouvé des choses qui permettent de les mettre devant dans la hiérarchie pour moi. Aucun des deux, pour l'instant. Même si Chevalier a eu plus de temps de jeu, donc on peut dire que ça peut jouer contre lui parce que il a eu plus de temps pour prouver sa valeur et qu'il a pas réussi à le faire véritablement. Mais en tout cas, il arrête ce penalty. Bel arrêt, hein, c'est pas juste une balle qui est sur le gardien. Le gardien prend la bonne décision, il met la main au bon endroit, c'était top. Et quelques minutes après, du coup, il y a ce but avec le Barcola typique. Hein. Une contre-attaque, Barcola qui speed, bon, il récupère pas le ballon, c'est le défenseur qui l'a, ça contre, ça arrive dans les pieds de Maniolo, qui marque dans un angle pas évident, hein, encore une fois. Je veux pas non plus cracher sur les joueurs, mais c'est vrai que du coup, là, on dominait, on met le premier but, et il s'est passé ce qui se passe tout le temps quand Paris gagne depuis le début de la saison, et même l'an dernier, avant le mois de janvier, c'est que je ne ressens pas cette niaque, en fait, je ne ressens pas cette envie, cette volonté de gagner, cette volonté d'aller chercher le deuxième but, en fait. À chaque fois qu'il marque, depuis le mois, enfin, depuis le début de la saison, il recule. Il recule, il domine moins, alors qu'avant, je donne encore un exemple, parce que pour moi, c'est vraiment l'exemple typique de ce que Paris était l'an dernier, mais face à l'Inter de Milan, on gagne 4-0, mais on joue toutes les contre-attaques comme si on était en train de perdre 1-0 à 10 minutes de la fin. C'était incroyable. Et là, bah, je ne sens pas ça. On gagne 1-0 contre Strasbourg et hop, là, on se détend, tranquillou. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a une contre-attaque qui mène à un but. Voilà, ça c'est bien joué. Je vais pas cracher sur la défense, en tout cas pas sur cette action-là. Il y a eu beaucoup de moments où les défenseurs faisaient ce que j'appelle avoir peur du ballon. Voilà, ils devraient aller sur le joueur et ils y vont pas, mais sur cette action-là, là-dessus, il n'y a pas vraiment eu de problème de placement de la part des défenseurs. Hein. Des fois, t'as une petite différence qui fait que, donc voilà, on se mange un but, Safonov peut pas faire grand-chose sur le but qu'on se prend, clairement. Après, le match continue et je trouve que Paris avait repris un peu de poil de la bête. Hein, en deuxième mi-temps, ça se passait un petit peu mieux. On sentait que les joueurs, bah, ils commençaient à être fatigués. Strasbourg, parce que je vous dis, 70% de possession de balle, tu passes 70% du temps à courir après le ballon, c'est plus compliqué. Seulement, j'aimerais quand même parler un petit peu des milieux de terrain, parce que j'ai eu le sentiment ici qu'il y avait une maîtrise du ballon qui était largement inférieure à ce qu'on a pu avoir d'habitude. C'est-à-dire que oui, on avait le ballon, mais contrairement à d'habitude où je trouve qu'il y a beaucoup de relances des défenseurs qu'on récupère au milieu de terrain, enfin des défenseurs adverses qu'on récupère au milieu de terrain, là c'était beaucoup moins le cas. C'était beaucoup moins le cas. Alors ça s'explique encore une fois parce que le pressing de Dembélé, Doué et Barcola, c'est pas le même que le pressing de Mayoulou, Mbaye et de Barcola. Forcément, du coup les défenseurs ils relancent plus facilement et ils arrivent plus à faire la balle la passe dans les pieds de leurs camarades. Mais ça n'empêche que j'ai trouvé que le milieu de terrain, c'est-à-dire Zaïre Emery, Neves et Vitinha, bah c'était pas ça par rapport à d'habitude. Il y avait une sorte de cassure. J'ai trouvé que tout était moins fluide en fait. Et surtout, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai eu le sentiment en fait que Vitinha n'avait pas ce rôle en fait de milieu offensif parce que on le voit souvent récupérer la balle vers les 40, enfin les 25 mètres du gardien adverse et bam, il tire un petit peu en dehors de la surface et tout. J'ai moins eu ce sentiment d'un Vitinha offensif. Je l'ai plus vu défensif. C'était plus Neves que j'ai vu dans ce rôle-là. Alors que d'habitude, c'est plus Vitinha enfin pas Vitinha, Zaïre Emery qui a ce rôle en fait ingrat de jouer les milieux défensifs en fait quand ses camarades partent à l'assaut du but adverse. Et là, bah c'était moins le cas. J'avais l'impression que c'était souvent Vitinha qui le faisait. Du coup, bah il y avait toujours un zéro, il y avait toujours un partout, pardon, et bah, Luis Enrique, il a fait rentrer un petit peu ses armes, donc dès le début de la deuxième mi-temps, t'as Doué qui rentre à la place de Baye, au bout d'un moment, tu as Dembélé qui rentre, fantomatique, il serait pas venu, j'aurais pas vu la différence, et tu as Hakimi, Hakimi qui n'a, pour ainsi dire, rien fait du match, c'est-à-dire que c'est comme si je l'avais pas vu, soyons clairs. À un moment, quand il a sorti le rouge face à Hakimi, j'ai fait « Attends, il est là, Hakimi ?» Non mais vraiment, je déconne évidemment, mais il a été fantomatique dans ce match. Il a été fantomatique. Vraiment, c'était catastrophique. Et en fait, il fait une faute indiscutable, carton rouge, normal. Du coup, on est à 10, tu te dis que ça va être plus compliqué. Et en fait, bah, Zaïre Emery en ailier droit a été meilleur pendant les 20 dernières minutes que Hakimi ailier droit pendant 60 minutes, 70 minutes.
Voilà, c'était ailier droit, latéral droit. C'était incroyable de voir que Zaïre Emery, vraiment, ce mec, c'est un caméléon. Tu le mets en milieu de terrain, il fait le taf. Franchement, il y avait rien à dire sur ce qu'il a fait dans le match. Tu le mets en latéral droit, rien à dire aussi. Il fait les mêmes montées qu'Hakimi et tout. C'est lui qui met le but à la fin. Enfin, c'est lui qui fait la passe à Nuno Mendes. Lui aussi, fantomatique à gauche, hein. Il a été quasiment transparent de tout le match. Vraiment, les latéraux ont pas joué leur rôle sur ce match-là. Et il met la tête, but, voilà. 2-1, et on finit le match comme ça, alors qu'on était à 10 contre 11, que franchement, je sentais que les joueurs allaient commencer un petit peu à perdre leur niaque, ça était déjà présent avant, et avec le carton rouge, je me suis dit que ça allait pas aider, et ben non, en fait, ils sont relancés grâce à un joueur qui est rentré sur le terrain, et qui, pour moi, a fait toute la différence, Kang In Lee. Kang In Lee, sincèrement, alors évidemment, c'est un peu comme Sergio Ramos, c'est-à-dire que Sergio Ramos, c'est le super sub. C'est pas parce que c'est un super sub qu'il marque à chaque fois quand il rentre dans les 10 dernières minutes. On est d'accord. Kang In Lee, je vais pas vous dire qu'à chaque fois qu'il vient sur le terrain, à chaque fois qu'il joue les derniers quarts d'heure, il est incroyable. Mais je trouve que quoi qu'il arrive, Kang In Lee, il apporte une niaque incroyable. Comme Gvara face à l'Inter, ça reste mon match référence pour Gvara, mais le mec, il est là, c'est peut-être pas le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, mais putain, il se bat, quoi. Waouh, mais qu'est-ce qu'il se bat, ce mec? Je veux dire, il est là, il cavale tout le temps, il fait la bonne passe. Là, c'était la passe à Zaïre Emery, qui est parti, qui a fait la passe à Mendes, qui met le but. Mais il se bat tout le temps. On le fait tomber, il se relève et il recherche la balle. Il est là, le mec, t'as l'impression on lui file de l'argent à chaque fois qu'il touche le ballon. C'est incroyable de voir ce mec à quel point il a la niaque quand il rentre sur le terrain. C'est un super sub. Pas dans le sens où c'est l'attaquant qui rentre en dernière minute et qui met les buts, mais ce mec est tellement important en fin de match, je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique ne le fait pas rentrer à chaque match. Alors après, il a été blessé et tout ça, mais pour moi, ce mec, c'est comme Ramos, mais en milieu de terrain latéral, enfin ce que vous voulez, enfin voilà, mais latéral, pas latéral ailier, mais en tout cas, pour moi, tu fais rentrer en fin de match des Ramos et des Kang In Lee, tu fais tellement peur aux adversaires qui, eux, sont fatigués. Eux, ils rentrent frais avec l'agnac. Bon, Ramos peut-être moins que Lee, mais vraiment, c'était incroyable. La performance de Lee, sur le peu de temps où il a été là, et c'est quelque chose que je repère, allez, 2 tiers des matchs de Kang In Lee, il fait tellement de bien quand il rentre sur le terrain, véritablement. C'était du bonheur, et ça fait plaisir parce que vraiment, je pense qu'on avait besoin de cette victoire-là. Pour se rassurer, peut-être pas, et est-ce que j'ai été rassuré? Peut-être pas non plus, mais mine de rien, on est face à un candidat qui vise les places en Champions League, à l'extérieur, à 10 contre 11, dans un contexte où je trouve que à la même période, Paris roulait sur toutes les équipes quasiment, début février, là, c'était le moment, depuis le match contre City, on était à notre prime, on était un rouleau compresseur. Là, on l'est pas encore, et c'est clairement pas le match référence qu'on va avoir, sincèrement, parce que je trouve que la performance globale des joueurs était assez quelconque. Je vous ai dit, les deux latéraux, inexistants tout le match, hein. Heureusement que nous Mendes met le but. Même Mayulu, je vous dis, inexistant enfin, inexistant. En dehors du but, il a fait une Mbappé, vous savez. En dehors du but, il a rien fait du match. Donc là, ça fait plaisir de le voir marquer parce qu'on gagne grâce à ça. Mais voilà. Et puis bon, Pacho, Marquinhos, j'ai pas trouvé non plus qu'ils étaient transcendants. Pacho, il a fait son taf, mais c'était pas transcendant. Marquinhos, lui, ben, il est responsable du penalty qu'on s'est mangé, et j'ai pas trouvé qu'il était vraiment exceptionnel. Je vous dis, il y avait cette cassure au milieu de terrain qui m'a beaucoup peiné parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui marche bien avec Paris, mais pour moi, c'était le fait encore une fois, je veux pas cracher sur eux, mais d'avoir Maïlou et Mbaye en attaque, avec Barcola, en début de match, non. C'est bien de les faire rentrer au bout d'un moment parce qu'ils ont la niaque et tout ça, mais j'ai vraiment le sentiment que là, l'attaque, elle a été fantomatique pendant le début de match, quoi. L'attaque, elle a été fantomatique pendant le début de match. D'ailleurs, on a beau avoir 70% de possession, ça n'empêche qu'en termes de tir, je crois qu'on est à 13-9. Ah, c'est pas... On a plus de 2 fois plus souvent la balle qu'eux, hein, parce que la moitié enfin 2 fois plus que 30, c'est 60, on est à 70, donc on a plus de 2 fois plus souvent le ballon qu'eux, et on a même pas 2 fois plus de tirs. Enfin, quand tu vois le match contre Newcastle, je crois, où il y a eu... c'était pas Newcastle, mais le dernier match où on a eu une possession pareille, où t'avais genre quasiment le triple de tirs de Paris par rapport à l'équipe adverse, là vraiment c'était pas le cas, quoi. Après, Strasbourg est une bonne équipe, hein, donc je m'attendais pas à gagner 6-0. Je crois que Luis Enrique n'a jamais gagné à la Méno, c'est ça le nom du stade, je me rappelle plus. Donc c'était bien de gagner dans ce contexte-là, et j'espère vraiment que ça va les booster pour la suite. Juste une petite parenthèse avant d'arrêter la vidéo et d'arrêter mon analyse. Je trouve quand même que, autant on va pas cracher sur le penalty et le rouge de Hakimi. Franchement, ça se siffle, il y a aucun souci là-dessus, je vais pas crier à l'erreur d'arbitrage. Par contre, là, le dernier défenseur qui fait un énorme câlin comme ça à Barcola,
À quel moment tu mets pas au moins un rouge, enfin au moins un jaune, quoi? Tu siffles même pas, enfin, c'est je comprends pas, je veux bien, hein, y a pas de souci, tu mets le rouge à Hakimi, tu fais le penalty, mais Barcola, en fait, son truc, c'est de partir comme ça, et tu pas le droit. Mais vraiment, je mettrai peut-être une image pour vous illustrer, mais il y a aucun moment où la physique d'un joueur fait que tu te retrouves dans cette situation-là, à vraiment, t'as les 2 bras qui sont autour du joueur. Enfin, je veux dire, à part à part s'il voulait lui faire une agression sexuelle, je ne vois pas à quel moment tu fais ça de façon pertinente pendant un match de football. Non, ça n'existe pas. Et il y a rien eu derrière. Vraiment, laisser passer ce genre de choses, je trouve que c'est pas acceptable de la part d'un arbitre. Hein. Je vais pas jouer au pari est désavantagé, parce que je trouve ça débile de faire les victimes, surtout qu'on gagne au final, et je veux pas que ça serve d'excuse, mais ça n'empêche que je remarque qu'il n'y a pas eu de fautes contre Strasbourg qui n'ont pas été sifflées, en tout cas pas à mes yeux. Par contre, à Paris, il y en a eu quelques-unes qui ont été sifflées. Des fautes parisiennes qui auraient dû... Enfin, des fautes contre Paris qui auraient dû être sifflées, qui n'ont pas été. Voilà, c'était le petit mot de la fin, histoire de... Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, parce qu'encore une fois, on ne voit pas forcément le même match, on ne fait pas attention aux mêmes choses. Peut-être que vous avez vu des choses différentes des miennes, et je serais curieux de le savoir en commentaire. En attendant, merci d'avoir été au bout de la vidéo, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos ou en live Twitch comme tous les soirs à partir de 22h30. Tchuss!